Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous sommes avec Florian, Nicolas, Loris, Léna, Margot et Adèle et on va vous parler d'électricité, de voyage dans le temps et de pierres précieuses. Salut tout le monde. Salut. Et ça commence tout de suite et on en a pour 1 heure. Bonjour à tous, c'est tout de suite à Nicolas de nous parler de voyage dans le temps. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de voyage dans le temps. Alors, je pense que en parlant du sujet, ça vous fait rêver. Vous vous dites, si seulement j'avais pu retourner dans le passé il y a 10 ans et enfin faire ma déclaration à mon amoureuse de l'époque. Ça sent le vécu tout ça, non ? Je ne dirai rien. Ou alors peut-être retourner que quelques jours en arrière, jouer les bons numéros du loto. Ou pourquoi pas aller dans le futur et voir l'avancée de notre technologie dans 50, 100, 200 ans. On sait pas. Alors, du coup, cette chronique, elle a un rapport avec mes anciennes chroniques, parce que je vais m'inspirer de nombreux films qui traitent du sujet. Alors, je pense que vous en connaissez des nombreux. On va citer d'abord les films français avec Les Visiteurs. Mais en film d'un gros budget, on peut citer notamment Terminator, L'Armée des 12 singes ou le très connu Retour vers le futur. Alors tout d'abord, j'avais une question à vous poser, c'est, à votre avis, est-ce que c'est possible actuellement de voyager dans le temps ? Dans le futur je crois, mais pas dans le passé. C'est ta réponse ? Ma dernière réponse. Si tu pars en voyage et que tu prends l'avion et du coup tu repars en arrière, non ? Avec les fuseaux horaires ? Ouais. Ok. Moi, je pense que non. Enfin, on n'a pas, on n'aurait pas la technologie pour faire passer toute une personne entière, genre dans le futur ou dans le passé. Je sais pas. Ok. Bon alors, la méthode de Léna, oui, ça marche. Après, c'est vrai que tu fais pas vraiment un voyage dans le futur à proprement parler. Mais il y a un truc qui est possible, c'est de voyager dans le futur. Alors, je vous dis que c'est possible et qu'il y a une personne, même un Français qui a été très connu, notamment l'année dernière, qui est l'un des hommes qui a le plus voyagé dans le futur. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être ? Thomas Pesquet ? Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ? Non. Ok. Si, moi je sais. Parce que en fait, Thomas Pesquet, c'est un spationaute, qui a fait beaucoup de missions dans l'ISS. Et en gros, quand il est en orbite autour de la Terre, en fait, le temps passe un peu plus lentement, genre quand t'es dans l'espace, que quand t'es sur Terre, par exemple. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est dû aux lois d'Einstein sur la relativité générale. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc oui, c'est ça. Du coup, c'est dû aux lois d'Einstein sur la relativité générale. Donc je vais pas m'avancer trop dans les détails, mais en gros, ça dit que plus vous voyagez vite et loin d'un point, plus votre temps, en fait, il est différent. Alors du coup, ça a été avec cette théorie d'Einstein, ça a été démontré que Thomas Pesquet, en fait, il vit encore dans le passé et que lui, il est dans son futur de 3 millisecondes. Donc c'est vraiment un truc infime, mais ça peut être quand même considéré comme un voyage dans le temps. C'est comme l'expérience des faux jumeaux. Je sais pas si t'en as... Oui, c'est ça. Genre quand t'envoies un jumeau dans l'espace et l'autre rentre sur Terre, et il est sur Terre, et quand celui dans l'espace il revient, il est plus jeune, du coup, que celui qui est resté sur Terre, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment des choses infimes, Ouais. mais c'est une voie. Parce que sinon, c'est des théories qui sont valables à très très grande vitesse quand t'approches la vitesse de la lumière et c'est très rare. Tout à fait. Et du coup, il y a des films qui traitent très bien la chose. Je sais pas si vous avez vu Interstellar, mais oui. Ça parle du coup de ce paradoxe. Après, il y a aussi pas mal de BD et d'autres films qui traitent de ça. Et du coup, maintenant, je vais m'attaquer au voyage dans le passé. Alors ça, bon, c'est pas possible actuellement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux Américains, enfin un Américain et un Canadien, qui s'appellent Ben Tippett et David Tsang, qui ont fait des recherches. Et en fait, d'un point de vue mathématique, mais uniquement mathématique, ce serait possible de faire un voyage dans le passé. Alors, je mettrai le lien de leur recherche en lien dans la description de la vidéo YouTube, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais en gros, mathématiquement, ça a été possible, mais on n'a pas la technologie ni les matériaux pour le faire, c'est juste un modèle en fait. C'est juste la théorie est possible en fait. C'est ça, théoriquement, c'est possible. Mais juste de combien de temps à peu près ? Enfin, théoriquement, on pourrait... Alors en fait, théoriquement, d'après ce que j'ai lu, ce serait, en fait, tu rentrerais dans une sorte de machine, plus ou moins, qui en fait ferait
une espèce de boucle dans ta journée. Et en fait, tu verrais toutes tes actions de ta journée qui se font à l'envers. Et au bout d'un moment, elles se referaient à l'endroit et tu terminerais ton voyage au moment où t'es parti. Ok. Ce serait leur modèle mathématique. Enfin, Donc leur, plus que quelques secondes, quoi. quand même. Ouais, c'est ça, ça pourrait être une grande période, enfin ils ont pas trop précisé. Voilà. Alors du coup, est-ce que ici vous avez tous vu Retour vers le futur? Oui. Oui. Alors bon, pour ceux qui l'auraient pas vu, ça parle de Marty McFly, donc un adolescent, qui voyage dans le passé et qui en fait empêche la rencontre de ses parents. Et du coup, pendant tout le film, il va essayer de faire que ses parents se rencontrent parce que sinon il pourra pas naître. Ok. Et donc du coup, ce film, il défend une des 3 grandes théories qu'on a actuellement sur le voyage dans le passé. Donc il y a une première théorie, c'est la théorie un peu fataliste, qui dit que tout est déjà écrit. C'est-à-dire que si vous voyagez dans le passé, peu importe les actions que vous allez faire, en fait c'était déjà prévu. Ça veut dire que vous serez incapable de changer quoi que ce soit, parce que ça s'est déjà passé comme ça. Donc ça, c'est pas la théorie de Retour vers le futur. La deuxième théorie, c'est une théorie d'un paradoxe temporel. Est-ce que vous savez ce que c'est un paradoxe temporel? Bah, c'est comme tu viens d'expliquer avec les parents qui se rencontrent pas et du coup t'es pas né. Ouais, c'est ça, c'est imaginez Marty voyage dans le passé, il empêche ses parents de se rencontrer. Du coup, il naît pas. Donc du coup, s'il naît pas, donc il n'existe pas, il peut pas voyager dans le passé pour empêcher ses parents de se rencontrer. Du coup, ses parents se rencontrent et du coup, il naît. Donc vous voyez, c'est un petit peu prise de tête. Et du coup, ça c'est une autre théorie qui dit qu'en fait, si on voyage dans le passé, on risque d'être pris dans une espèce de boucle temporelle infinie dans laquelle on serait bloqué. Et il y a une troisième théorie qui est actuellement la plus reconnue, enfin, si on peut dire que des théories sur le voyage dans le passé est reconnue par le monde scientifique, c'est la théorie que les amateurs de comics connaissent bien, des univers parallèles. Alors c'est un petit peu complexe, mais imaginez qu'on vit dans un univers qui est aujourd'hui, je sais pas, c'est Macron qui est président en France, Trump aux États-Unis, mais dans un autre univers, ce serait, je sais pas, Hillary Clinton qui passe aux États-Unis et en France, je sais pas moi, Marine Le Pen par exemple. Et sauf qu'il y a une infinité d'univers qui sont plus ou moins différents. Et quand on voyagerait dans le temps, on voyagerait dans un autre univers qui se passe dans notre passé. Et du coup, peu importe les actions qu'on fait, ça va modifier que cet univers. Par exemple, si Marty voyage dans un autre univers, il va empêcher ses parents de se rencontrer, donc lui n'existera pas dans l'univers dans lequel il est arrivé. Mais dans celui duquel il est parti, il existera toujours parce que ce sera une autre ligne du temps, on va dire. Du coup, c'était les 3 plus grandes théories sur les voyages dans le passé. Et j'avais une toute petite anecdote pour finir. Si vous avez sûrement déjà entendu parler de Stephen Hawking, qui est décédé l'année dernière, et bien il se trouve que pendant sa vie de scientifique, il a fait des recherches et il s'est justement penché sur la théorie du voyage dans le temps. Et en fait, il n'a pas trouvé de contre-indication au voyage dans le temps. En fait, il n'a pas trouvé de choses qui interdisaient le voyage dans le temps. Ça veut dire qu'il a fait des recherches et il n'a pas trouvé de choses qui disaient que le voyage dans le temps était possible, mais il n'a pas réussi à prouver que c'était pas possible. Du coup, qui sait, peut-être un jour, on serait capable de faire ça. Bah super, merci Nico. Tout de suite, on va faire une petite pause avec Franck Moody avant de retrouver Florian qui va nous parler d'électricité. A tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous venons d'écouter Franck Moody et on écoute tout de suite Florian qui va nous parler d'électricité. Oui, alors je vous parle d'électricité parce que c'est un sujet... Enfin, aujourd'hui, on fonctionne avec plein d'appareils autour de nous qui sont électriques ou qui marchent à l'électricité. Donc déjà, est-ce que vous savez... est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que l'électricité? Est-ce que vous savez? C'est de l'énergie? Quelque chose qui se déplace d'un pôle plus vers le négatif? Ouais, c'est un bon début. En fait, donc vous prenez un atome, et un atome c'est constitué de plein de petits trucs. Il y a par exemple des électrons qui sont chargés négativement, des protons qui sont chargés négativement, et des neutrons donc qui sont neutres. Et en gros, l'électricité, c'est le déplacement de ces charges. Donc soit les électrons négatifs, soit les protons positifs. Et quand ces charges vont se déplacer, c'est à ce moment-là que va y avoir de l'électricité. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me citer différentes sources d'électricité? Par exemple, dans la nature, qu'est-ce qui, où est-ce qu'il y a de l'électricité? Dans tout ce qui est vivant. Exemple? L'homme.
Les neurones. Il y a pas un... Ouais, alors je vais d'abord parler de ça. Donc les influx électriques, donc c'est ce qui concerne, ça concerne tous les êtres vivants. Donc en gros, quand par exemple si notre cerveau dit de lever le bras, bah, il va envoyer un signal électrique vers les muscles de notre bras pour le lever. Et ça fonctionne pour tout, ça fonctionne pour tout le monde, pour le corps de tout le monde. Voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres exemples ? Les orages. Ouais, la foudre. Ouais, donc ça doit être l'exemple le plus connu, parce que c'est le plus visible. En fait, ça se passe quand les nuages, ils sont chargés, mais ils n'ont pas la même charge que le sol. Et quand il y a une grosse différence de charge, par exemple quand il y a beaucoup de signes moins dans le nuage et beaucoup de plus dans le sol, bah là il va y avoir un éclair. Encore un dernier, peut-être. Donc Corentin, t'as parlé des êtres vivants. Oui. Je dirais les plantes aussi. Ouais, mais il y aurait peut-être pas quelque chose de plus frappant, genre sous l'eau. Oh, les poissons qui font de la lumière. Yes. Ouais, et qui font de l'électricité tout court, comme les anguilles par exemple. Donc ça, c'est vraiment, ils ont des organes spécialement développés pour produire de l'électricité. Et ça leur sert c'est un mécanisme défensif, si je me trompe pas. Ça dépend, ça peut servir piéger des proies. Ouais. Ou pour défensif aussi. Ouais. Voilà. Et un dernier, ce serait l'électricité statique. Donc qui serait due au frottement d'un objet sur un autre. Voilà. Alors maintenant j'ai une question. Est-ce que vous savez quand a été découverte l'électricité ? La période. Je demande pas l'année, mais la période. C'est avec Newton, non ? Moi, je pense c'est encore avant. on l'a découvert avant, mais genre il y a hyper longtemps, mais on n'arrivait pas à la contrôler. Ah, moi je dirais quand on l'a compris c'était avec Benjamin Franklin. Moi je dirais. Alors un indice, ça a été découvert via l'électricité statique. Genre les premiers qui ont fait des expériences, ils ont remarqué ça. Et en fait c'était les Grecs anciens, parce que le premier qui a vraiment marqué, qui a vraiment posé par écrit que l'électricité existe, c'est Thalès de Milet, connu pour le théorème de Thalès en fait. Il a frotté de l'ambre avec de la fourrure d'animal et il a vu que l'ambre attirait des petits objets. Et l'ambre en grec, ça se dit électron. Du coup, c'est de là que vient le mot électricité. Donc après, ça s'est développé et on a eu plein d'expériences et de découvertes à ce sujet. Donc comme Loris le disait, Benjamin Franklin qui a découvert le paratonnerre, donc comment contrer entre guillemets et neutraliser les éclairs. Il y a aussi eu Coulomb avec ses lois sur les charges. Vous savez que un plus et un moins ça s'attire et deux moins ou deux plus ça s'oppose. Voilà. Donc ils ont aussi dénombré toutes les sources d'électricité, il y en avait partout. Donc dans la nature, comme avec les plantes, dans les laboratoires on arrivait à en créer. Et aussi, donc comme vous l'avez dit, des êtres vivants. Par exemple, il y a une anecdote, c'était dans un labo, c'était dans une école de médecine, ils disséquaient pour s'entraîner des cuisses de grenouilles. Et en fait, les cuisses de grenouilles, elles étaient encore humides et ils les ont accrochées sur un fil métallique. Et en gros, il y a un médecin, sans faire exprès, il a touché avec son scalpel la cuisse de grenouille. Et elle a vu qu'elle s'est contractée. Et c'est pas de là que vient tout le mythe de Frankenstein, d'ailleurs ? Le mythe de Frankenstein, genre quand ils ont débuté les expériences là-dessus, ça a inspiré plein d'auteurs, plein de tout ce qui est paranormal. Frankenstein, c'est c'est genre début 20e, non ? Non, c'est avant. Avant ? Je crois. C'est pas Mary Shelley ? Si, l'auteur c'est Mary Shelley, mais... Ouais, on regardera, on mettra le lien dans... Mais donc, en fait, c'est cette découverte donc, de la cuisse de grenouille qui se contracte qui a permis l'invention de la pile par Alessandro Volta, donc qui a donné son nom à l'unité de volt. En gros, ils ont pris deux pièces métalliques et ils ont superposé avec un morceau de carton mouillé. Donc ça faisait métal, carton, et ça fait un empilement. Et c'est de là que vient le mot pile, parce que c'est un empilement de plusieurs couches en fait. Voilà. Donc pour finir, l'électricité c'est un truc qui est omniprésent. Et au fin 18e, 19e, il y a un scientifique qui s'appelle Ampère, donc qui est connu parce qu'il a laissé son nom à l'unité, et surtout Maxwell, qui ont démontré que, en gros, l'électricité et le magnétisme, c'était les deux facettes de la même pièce en fait. Les deux étaient vraiment liés. Voilà. Mais tout ça, on en parlera peut-être
une Dans prochaine fois. prochaine chronique. Yes. Bah super, bah merci Flo. Tout de suite, on va faire encore une petite pause avec Harry Nelson avant de retrouver Loris qui va nous parler des pierres précieuses. Et encore après, nous aurons Léna qui va nous parler d'actualité. A tout de suite. Rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Donc nous en sommes à Loris qui va nous parler de pierres précieuses. Et juste après, nous retrouverons Léna qui nous parlera d'actualité. Loris, c'est à toi. Et oui, aujourd'hui on va parler bling bling avec des cailloux qui valent très cher. Alors déjà première question, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de pierres précieuses ou qui sont des pierres précieuses selon vous? Oula, il y en a beaucoup. On est deux en géol, donc on peut t'en dire pas mal, Ouais. je pense. Bah, je sais pas les plus connus. Le diamant, Ouais. pierre de base. L'opale, Le rubis, métis. L'émeraude. le saphir. Alors dans tout ça il y a du vrai et du faux. Donc d'abord, donc en fait il y a trois catégories de gemmes, on appelle ça. Donc c'est tout ce qui regroupe les pierres précieuses, les autres pierres. Donc tout d'abord, le terme pierre précieuse ne désigne que 4 gemmes naturelles. Je précise bien naturelles parce que je vais y revenir après. Donc c'est le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant. C'est les 4 seules pierres précieuses qui existent. Après, le reste fait partie des pierres fines ou semi-précieuses. Donc par exemple l'améthyste, le topaze, le grenat, l'opale, comme tu disais, ou encore le quartz, parce que c'est des pierres qui sont beaucoup plus qu'on trouve beaucoup plus à l'état naturel. Mais excuse-moi de te couper, mais genre, y a pas des roches, enfin genre, beaucoup c'est tout du quartz, mais au final c'est juste, ils ont leur chimie qui change, et la couleur change, et au final on change les noms alors que ça devrait s'appeler du quartz. Oui, ça, on va Je- voir ça après. Je viens de mais spoiler c'est la pas- chronique, c'est ça? C'est un peu Mais le spoil. du coup, pour qu'elle soit précieuse, il faut quoi? Il faut qu'elle soit dans un type de pierre spéciale ou dans... En fait, c'est selon la rareté, justement, on va voir ça. Ouais, ok. Et après, tu as une dernière catégorie, c'est les pierres organiques, qu'on confond beaucoup avec des pierres précieuses, alors c'est pas du tout des pierres minérales. Donc par exemple l'ambre, que tu parlais avec ton expérience d'électricité, Ouais. donc qui est en fait de la résine fossilisée, donc d'anciens conifères d'ancienne époque. Le nacre ou les perles, ça vient des coquillages, enfin tout ce qui est mollusque, tout ça. C'est tout ce qui est produit par le vivant en fait. Et voilà, Ouais. donc c'est des pierres, c'est pour ça qu'on s'appelle des pierres organiques. Mm. Et donc ici, on va se concentrer sur les 4 pierres précieuses, savoir pourquoi elles sont si précieuses et chères. Est-ce que vous pouvez dire les différences entre les pierres, donc du coup saphir, rubis, diamant et émeraude, un peu ce qui pourrait les différencier. Donc déjà La Corentin, tu as couleur, répondu déjà. un petit peu. Ouais, la dureté aussi, je crois. Bah là, ouais, La couleur. Surtout oui. Ouais. Mais en fait, c'est surtout au niveau de la composition. Donc Yep. il faut savoir que le Pas rubis... aussi excuse-moi de te couper, y a pas Oui. aussi une histoire de structure chimique, comme quoi ils prennent certaines formes, ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça. Ce sera surtout pour le diamant. Donc en fait, le rubis et le saphir, ils sont presque identiques. C'est exactement comme tu disais, en fait, c'est la même pierre, mais avec une couleur différente. Donc pour l'info, ce sont des dérivés du corindon. Donc une pierre, donc c'est la pierre générale, qui est un oxyde d'aluminium. Oula, c'est-à-dire. En allant très vite, ce qui est en fait tous les minéraux, enfin même les pierres à l'état naturel sont sous forme d'oxyde, donc contiennent de l'oxygène. Pour ça par exemple tout ce qui est métaux aussi, quand on les extrait en minéraux, c'est pas tout beau, tout lisse, c'est en oxyde, c'est pour ça qu'il faut les faire fondre. Les pierres c'est pareil, donc c'est sous forme d'oxyde. Et donc la différence en fait vient des impuretés. Donc les impuretés sont des éléments, des atomes qui sont dans ces oxydes qui leur donnent la couleur. Par exemple, la présence de fer ou de titane dans cet oxyde donne le bleu du saphir, ou la présence de chrome donne le rouge du rubis. Mais il existe encore plein d'autres couleurs selon les éléments chimiques. Il peut y avoir des pierres violettes, jaunes, vertes. Alors l'émeraude, elle, c'est différent, donc c'est pas un oxyde d'aluminium, c'est un oxyde de silice. Donc la silice qui compose par exemple tout ce qui est le verre et le quartz. Mais la différence, la rareté de l'émeraude vient qu'il contient aussi un autre élément du beryllium, qui est très rare, et qui se forme vraiment en très basse profondeur. Donc il y en a vraiment ouais, pas beaucoup, c'est pour ça que Forte c'est... pression, forte chaleur. Et voilà. jusque-là. C'est pour ça que c'est des conditions vraiment exceptionnelles, c'est pour ça que l'émeraude est beaucoup plus rare que d'autres pierres donc semi-précieuses qui contiennent de la silice comme le quartz ou d'autres. Et pour finir, on va parler du diamant, donc qui est la pierre la plus connue quand on pense aux pierres précieuses, même si le terme pierre pour lui est le moins approprié. Car le diamant est composé à 100% de carbone, donc des atomes de carbone et uniquement ça, sous une certaine forme.
Et oui, entre le charbon qu'on utilise pour faire les barbecues et le diamant, la seule différence est la structure des atomes à l'intérieur. C'est plus rapproché, non? Dans le diamant, ils sont super serrés. C'est ça. C'est pour ça que le diamant, c'est si dur, non? En fait, plus les atomes sont vraiment dans une disposition qu'on peut étudier, on appelle ça la cristallographie en fait, c'est une discipline de la chimie. Et en fait, quand on étudie ça, le diamant, les atomes sont très 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 serrés comparé à d'autres, donc par exemple au charbon, qui est aussi composé de carbone, ou le graphite, qui est dans la mine de vos crayons de papier, qui est composé de mêmes atomes. Et donc la structure, c'est ça qui fait la rareté de ces pierres comparé à d'autres pierres, c'est ça qui fait leur transparence, et plus c'est serré, plus ça fera, enfin c'est pierres précieuses. Une petite question. Est-ce que on peut le faire? Bah du coup, le carbone, on en trouve partout. Mais est-ce qu'on peut créer bêtement un diamant en mettant une certaine pression, une certaine température sur n'importe quoi au Eh final? bien oui, j'allais y venir. Donc c'est ce que j'évoquais plus tôt, donc que les pierres précieuses sont des pierres naturelles parce qu'il est possible d'en créer. Donc dans ce cas-là, c'est moins précieux vu que c'est des pierres artificielles. Et donc il faut reproduire donc, les conditions de fabrication de ces pierres, donc des conditions extrêmes de pression et de température. Donc on reproduit dans des fours à très très haute température pendant très longtemps, et on peut réussir à obtenir ces pierres donc, avec les composants voulus. Si on veut refaire des émeraudes, il suffit d'avoir du beryllium, de la silice. Si on veut refaire du saphir, il faut de la poudre d'aluminium et l'élément dont on veut la couleur, et c'est bon. Et c'est justement ce que je voulais parler, c'est que certaines entreprises peuvent créer des diamants très personnels. Ah ouais, je crois que j'ai déjà entendu ça. C'est un article qui est paru il n'y a pas très longtemps. Ouais, en gros, ils utilisent les restes d'une personne C'est ça. morte pour faire un diamant. C'est ça, donc on peut faire des diamants avec des cadavres en gros. Donc pour les personnes qui sont faites incinérer, on récupère les cendres qui sont composées à très très grande partie de carbone, vu que c'est carbonisé. Et donc elles sont traitées pour enlever toutes les impuretés et chauffées à plus de 1000 degrés pendant 8 semaines pour obtenir un petit diamant qui peut être taillé et transformé en bijou. Donc c'est une méthode un peu controversée mais qui permet de garder un souvenir éternel d'un proche ou de quelqu'un disparu. Ça doit coûter super cher. C'est très très cher. T'as des fourchettes de prix ou pas? Pour un ami. C'est aussi possible pour les animaux. Ceux qui aimaient pas les animaux disparus, c'est peut-être un peu moins choquant que des personnes, par exemple, que d'avoir une bague avec sa grand-mère. Mais les prix, je sais plus, je crois que c'est dans les 20 000 euros la pierre. Ok. Ouais, quand même. Faut beaucoup aimer son animal quand même. Hein. Voilà. Et c'est tout pour moi. Eh ben merci Loris. Eh ben on va retrouver juste après Léna qui va nous parler d'actualité. Et puis on va tout de suite faire une pause avec Come and Get Your Love de Redbone. Et on se retrouve juste après. Bonjour ou rebonjour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Léna qui va nous parler d'actualité. Et juste après nous ferons un débat sur l'espace. Léna, c'est à toi. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, je pense, je vais parler d'actualité. Enfin, si on peut dire ça, étant donné que ça date du début du mois de mars. En effet, plusieurs journaux ont fait état d'un cas de guérison du VIH. Mais avant de décrypter cette information, je vais revenir sur le VIH et son mode de réplication, c'est-à-dire sa reproduction en quelque sorte. Parce que si la plupart d'entre nous on a quelques notions par rapport à cette maladie, c'est un sujet qui reste et qui demeure assez flou. Par exemple, autour de la table, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre le sida et le VIH ? Alors il y en a un, c'est la maladie, l'autre c'est le virus. Non ? Pas exactement. Pas exactement. Alors en fait, le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, et c'est le stade le plus avancé de l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. En fait, ce virus de l'immunodéficience humaine, c'est un rétrovirus, donc ça veut dire qu'il appartient à une famille, dont la particularité, c'est d'être considérablement variable génétiquement, et ce à cause d'une enzyme qui est appelée transcriptase inverse, mais dont je vais reparler plus tard. Du coup, si le VIH est aussi dangereux, c'est parce qu'il utilise certaines cellules dans notre corps afin de se multiplier. Ces cellules sont appelées TCD4 et sont un type de lymphocyte dont le rôle général est de permettre la reconnaissance d'agents infectieux et la défense de l'organisme. Donc avant, je vais vous expliquer plus en profondeur le mode de réplication de VIH dans l'organisme. Donc le VIH doit s'intégrer dans ces fameux lymphocytes, les TCD4, pour se répliquer. Pour cela, il repère la cellule grâce à des récepteurs, et ensuite il va fusionner avec la membrane de cette cellule.
il va ensuite faire en sorte d'intégrer son matériel génétique à celui de la cellule. Sauf que le matériel génétique du VIH et de la cellule ont des formes différentes. Du coup, il va devoir traduire son matériel génétique d'une forme appelée ARN. Tu veux dire quoi par traduire? Je vais expliquer, attends. Du coup, il va traduire son matériel génétique d'une forme appelée ARN en ADN. Et ce, grâce à la fameuse enzyme appelée transcriptase inverse, qui est à l'origine de nombreuses erreurs lorsqu'elle traduit, et qui est responsable de la grande variabilité génétique du VIH. Donc, une fois l'information génétique du VIH intégrée à celle de la cellule, elle va fabriquer des morceaux de virus qui vont s'assembler, et du coup, les cellules de notre propre corps vont fabriquer des milliers de virus. Donc, maintenant, on va pouvoir revenir à notre actualité. Donc, cette personne porteuse du VIH et donc a été déclarée porteuse du VIH en 2003, et elle a par la suite présenté un cancer de Hodgkin. Et pour traiter ce cancer particulier, le malade a dû subir une greffe de moelle osseuse. Alors la moelle osseuse, à l'origine, ça sert à la fabrication des lymphocytes. Et la greffe qu'il a reçue avait une particularité, c'était celle de produire des cellules avec une mutation d'un gène. Et ce gène est responsable de la production d'une protéine qui est récepteur du virus du VIH. Donc du coup, lorsque ce gène est muté, la protéine va empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Et la réplication du virus va pas être possible. Sauf qu'une infime partie de la population possède cette mutation, parce que sinon personne ne pourrait avoir le VIH. Donc après la greffe, le patient a poursuivi son traitement habituel pendant 16 mois, et puis il a ensuite arrêté. Et les examens médicaux ont montré que sa charge virale, donc la charge virale c'est le nombre de VIH qu'il y a dans son corps, enfin de virus, était devenu indétectable. Cependant, le type de traitement qu'il a subi, il était très très lourd, et du coup il est impossible à généraliser. Donc il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, il y a 37 millions de personnes qui sont porteuses du VIH à travers le monde, et que parmi eux, 25% ignorent leur séropositivité. Donc conclusion, protégez-vous et dépistez-vous. Super. J'aurais quelques questions justement. Est-ce que est-ce qu'on peut transmettre cette mutation que des gens ont, du coup? À part la parenté, non. Non, on peut... Ouais. Enfin, et si on fait une greffe de moelle osseuse, éventuellement, mais sinon, il n'y a pas d'autre moyen de la transmettre. Donc il peut pas y avoir comme un vaccin ou quelque chose qui pourrait... Non. Enfin, je pense pas, en tout cas. Eh ben super, merci Léna. On va tout de suite faire notre dernière pause avant d'arriver dans la dernière partie de l'émission. Nous allons parler d'un débat sur l'espace où la question sera: avons-nous intérêt à coloniser une autre planète? Je vous laisse avec les Black Keys et on se retrouve juste après. Bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et nous sommes déjà dans la dernière partie de l'émission où nous allons faire un débat sur l'espace. Aujourd'hui, une question se pose et chatouille grandement de grandes sociétés comme SpaceX ou de grands scientifiques. Est-il possible de coloniser une autre planète? Bon, évidemment, nous ne pouvons pas vous répondre concrètement par oui ou par non à cette question puisque le monde scientifique cherche des réponses à ce sujet. Mais une autre question me vient à l'esprit quand on parle de colonisation. Quand on nous parle de surpopulation, d'un futur écologique difficile, de baisse de stock des ressources, mais est-ce que du coup ces problèmes sont assez importants pour se dire de partir? Mais ce sera le sujet de notre débat, donc avons-nous intérêt à coloniser aujourd'hui une autre planète? Donc pour répondre à ce débat, nous allons faire un petit tour de table et on va commencer avec Nicolas, juste à ma droite. Qu'en penses-tu? Alors, de mon point de vue, je dirais que... Ta question, c'est est-ce que c'est nécessaire, c'est ça? C'est ça, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui de le faire au final? Bah après, il y a différents types d'intérêts. Ça peut être l'intérêt pour fuir les misères qu'on a fait à la Terre. Et du coup se dire, ouais, bon, si on met une partie de la population, je sais pas moi, sur Mars, ou peut-être que ça ira mieux pour la Terre. Mais moi, je vois aussi l'intérêt juste scientifique, tu vois. Dire que, ok, sur Terre, il y a des problèmes, mais peut-être qu'il y a un groupe de scientifiques qui est dans la recherche pour justement l'écologie et de régler les problèmes sur Terre, et de peut-être coloniser, mais juste à des fins scientifiques d'abord, pas forcément pour tout de suite les coloniser, mais juste dans un but pour la science, pour la plutôt recherche, que pour la colonisation, pour se sauver des problèmes en fait. Parce qu'aussi on peut parler de le problème de population, parce que d'ici 2050 on sera 9 milliards. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Enfin de gérer ces 9 milliards de personnes, pardon. Bah ça a été déjà dit que si on changeait notre mode de vie c'était possible, donc ce sera pas obligatoire d'aller sur d'autres planètes. On peut quand même aller sur d'autres planètes pour
d'autres choses. Merci Nico. Alors Margot, qu'est-ce que t'en penses? La question elle est plutôt compliquée parce que déjà il faudrait que ce soit plutôt possible et comment ça se ferait, enfin c'est la question que je me pose surtout, c'est comment est-ce qu'on opérait, est-ce qu'on ferait une sorte de sélection de personnes, de végétaux, d'animaux, comment ça se passerait ici, il y avait une sélection, ça serait quoi les critères, est-ce que ça serait vraiment juste et est-ce que ce serait une excuse au final pour se dire bon bah si on peut coloniser d'autres planètes, on peut continuer à détruire celle-ci puisque de toute façon on peut aller sur d'autres. Donc c'est plutôt compliqué à mon avis. Ouais, ce que tu dis, ça m'a aussi fait penser qu'il pourrait y avoir aussi des inégalités. Par exemple, ce serait par exemple les personnes les plus riches qui pourraient y aller au final. Ouais, exactement. Genre, si par exemple il y avait un prix à mettre pour aller sur une autre planète, de combien il serait et combien de personnes pourraient être mises sur le carreau, enfin ça pourrait être très injuste au final. Pour l'info, juste ça a déjà été fait, s'il y avait une entreprise néerlandaise, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelait Mars One, qui avait comme projet de coloniser. Et ils avaient déjà fait des recrutements, le projet a été abandonné, mais les recrutements avaient déjà été faits. Et ils avaient choisi parmi 200 personnes qui s'étaient inscrites, et ils prenaient les médecins, ingénieurs, tout ça, ceux qui étaient capables de tout faire. Ouais, qui avaient beaucoup de connaissances pour s'adapter au final. Les mecs, il fallait qu'ils savent faire de la médecine, de l'ingénierie, de la botanique là-bas, qu'ils savent tout faire, sachent tout faire. Et puis même au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on prendrait, quel type de végétaux, quel type d'animaux. Après ça je pense que ça dépend de la planète du là on pourrait se dire, je sais pas, Mars et la Lune, pour qu'on cadre le débat. Oui, Lune, mais c'est pas une pour planète. revenir sur les animaux, je sais pas, mais sur les végétaux, en Suède je crois, il y a une énorme réserve de toutes les ressources naturelles qu'il y a sur Terre. Tout ce qui est graines, plantes, végétaux en général. Et donc, je trouve ça logique que si on devait commencer à coloniser, on emmènerait quelques échantillons de à peu près tout ce qu'on retrouve. Ouais, mais ça j'en ai justement entendu parler. Oui. Et du coup en fait c'est genre un espèce de gros congélateur qui regroupe des graines, mais le problème c'est que des graines qui sont mises dans un congélateur, est-ce qu'elles peuvent vraiment regermer après ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose pour garder un maximum de génome ? Je pense, sinon, il les stockerait pas sinon, si aucune de ces graines pouvait regermer. Parce que il pourrait les stocker juste pour avoir un maximum de génome végétal. Ouais, voilà, juste savoir le génome au final. Moi je trouve ça perdrait un peu de son intérêt. Enfin, je sais pas. Mais au final, En tant que non-biologiste, je vois ça comme ça en fait. C'est vrai que c'est une bonne question ça. Est-ce que quelqu'un sait autour de la table si au final c'est labos qui stockent, ils peuvent bien garder les graines quoi au final? Je sais qu'en tout cas je l'avais vu en cours et voilà. Et justement on nous avait dit que vu les conditions dans lesquelles sont gardées les graines, il serait très compliqué, même quasi impossible de les faire regermer. Donc qu'elles étaient essentiellement gardées pour garder leur génome. Garder une trace pour toutes les classifications au final. Pas vraiment pour le côté pratique. Et juste pour information, en fait, c'est en Norvège la réserve. C'est la réserve mondiale de semences du Svalbard. Voilà, pour info. Merci Loris. Adèle, c'est à toi. Moi, en fait, ce que je redoute un peu quand on évoque ce sujet, c'est le fait que, de toute façon, si on pourrit la Terre, il y aura toujours moyen d'aller après, donc on peut faire ce qu'on veut. Alors que je pense qu'il faudrait déjà arriver à trouver de bonnes démarches ici et explorer, coloniser d'autres planètes. Du point de vue scientifique, c'est clair que ce serait super intéressant, mais niveau population, j'ai l'impression que au final, les efforts écologiques, ça paraîtrait un petit peu futile, vu que au pire, on a toujours l'option de secours, aller sur notre planète. Et parce que dans les médias en général, on se dit que c'est possible, alors que non, c'est pas du tout possible. C'est très difficile et ça sera juste réservé à une centaine de personnes. Donc faut éviter de penser qu'il y a une voie de secours, les gars. C'est ça où ça fait un peu penser aux gens qui disent de toute façon je serai mort d'ici là, ça me concerne pas. C'est un peu égoïste. Voilà. Ouais, exactement. Léna, t'as quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, puis si on se dit que dans tous les cas c'est pas grave ce qui se passe sur Terre et qu'on reproduit ce qu'on fait sur notre planète, ça risque de juste se perpétuer indéfiniment et j'imagine qu'il n'y a pas non plus il y a pas non plus 50 000 planètes sur lesquelles on peut être accueilli, donc on serait une sorte de cancer de l'espace, on se proliférerait voilà. pour détruire un peu des métastases.
Vas-y Florian, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Bah, la plupart a déjà été dit. Mm. Moi, je suis d'accord que, en gros, le gros désavantage que ça présente, c'est que c'est juste reporter les problèmes ailleurs, en fait. On a déjà assez de problèmes à gérer sur Terre. Après, d'un point de vue purement scientifique et de découverte et curiosité scientifique, ce serait génial parce qu'on pourrait en apprendre plein sur les planètes voisines et donc pas sur notre planète indirectement. Mais ouais, pour la coloniser, ça poserait beaucoup de problèmes puisque Mars, si on parle de Mars, je sais pas, la température du sol, elle est, je sais pas combien elle est, mais elle est pas à 20 degrés. Bah, en parlant de ça, faut savoir qu'aussi sur Mars, même la Lune, il y a beaucoup de radiation. Ouais, parce qu'il y a, alors je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'il y a pas de magnétosphère. Mais je suis pas sûr, ou d'ionosphère, enfin, je suis pas sûr du tout, mais en gros. Une des couches de l'atmosphère, du coup. Ouais, une des couches de l'atmosphère qui bloque les radiations venant du soleil et des autres. Et aussi, on n'a pas de matériaux capables de réduire à zéro ces radiations. Donc même les astronautes qui prévoient de partir sur Mars sont au courant qu'ils vont subir des radiations. Souvent, il y en a qui reviennent avec des problèmes de vue. Ouais, bah, tu peux avoir j'ai regardé, donc c'est génial. Donc tu peux avoir des pertes de mémoire, avoir du mal à te concentrer, augmentation de l'anxiété, tu stresses beaucoup plus facilement. En même temps, quand tu peux mourir suffoqué. Je pense que ce serait plus sensé de se poser la question si on avait toute la technologie suffisante. Est-ce que ce serait quand même une bonne chose ou pas? Parce qu'après, il y aurait quand même un problème éthique de combien on fait payer, qui on sélectionne, qu'est-ce qu'on emmène avec. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs. Bah, vous voyez tous la société SpaceX. Oui. Qui prévoit. Parce qu'on a l'image qu'ils veulent coloniser Mars. Oui. Mais ils veulent pas coloniser Mars. Ils veulent servir. Ils veulent juste servir en fait de transport. Enfin, de faire la liaison Mars-Terre. En fait, eux, ils voient que l'intérêt économique sur le long terme. Et ça, c'est pas assez souligné. Je tiens à le préciser. Genre, c'est vraiment voir la colonisation de Mars que du point de vue économique au final, pardon. En gros, ils nous déposent sur Mars et après, débrouillez-vous. C'est exactement ça. C'est ce qu'ils prévoient de faire. Et oui, pour terminer, Loris, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, il y a déjà pas mal qui a été dit. Après, je pense, comme tous les autres ont dit, c'est bien pour la recherche. Surtout qu'en soi, en fait, c'est même pas pour la recherche spatiale. Parce qu'en fait, je prends surtout l'exemple de la conquête spatiale dans les années 50. En fait, elle servait à rien, à part montrer celui qui est le plus fort, en gros. Elle servait mais il y avait le elle-même. contexte. C'était parce qu'il y avait le contexte de guerre froide. Oui, voilà. Parce que les États-Unis et la Russie, ils avaient un peu le monopole. Et c'est toujours le cas un peu avec les États-Unis, mais. Mais après, c'est surtout que même si c'est grâce au contexte-là, les découvertes, ça a permis d'avancer autre part en fait que dans le domaine de de tout ce qui est l'aéronautique, tout ça, ça a permis d'avancer autre part pour tout ce qui est les avions, Je crois qu'il y a eu plein d'inventions grâce à ça, même dans le quotidien, des inventions qu'on appelle ça ménagères, des trucs comme ça. Par exemple, le velcro, donc le scratch, ça a été inventé pour les missions Apollo, donc dans les années 60. Donc je me dis, si là on essaye, même si ça sert à rien de coloniser Mars, on pourra... l'avancée servira peut-être à voyager plus vite dans l'espace, à aller plus loin que Mars, juste pour découvrir, pour observer l'univers plus loin. Ça peut être utile, mais plus pour la recherche, moins pour... Vraiment, faut pas que ce soit une solution. Exactement. Donc en conclusion, ce serait sans doute plus intéressant de mieux gérer et protéger l'écologie de notre petite planète bleue, afin d'envisager de partir en polluer une autre. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve donc dans 2 semaines. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même sur YouTube où vous pouvez retrouver les anciennes émissions. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Et sur ce, on vous souhaite tous un bon week-end. Salut. Au revoir. Salut. If you wanna let go, so I'll let you go.